messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information. Voici le sommaire. Réception provisoire d'infrastructures scolaires ce mercredi à Parakou. Les 8 salles de classe équipées sont destinées aux 3 arrondissements de la commune. Atelier sur la mise en œuvre des recommandations de la revue annuelle 2020 des réformes politiques, projets, programmes communautaires de l'UEMOA. La rencontre s'est tenue ce jeudi. Les précisions sont à suivre. Pour les vacances d'été qui approchent à grands pas, la Chine essaie de trouver un moyen d'aider les parents à trouver un équilibre entre travail et famille. Voilà pour le sommaire. On va dans la commune de Parakou pour démarrer, où le maire Inoussa Chabizime, à la tête d'une délégation, a procédé à la réception provisoire d'infrastructures scolaires dans 3 arrondissements de sa commune. Au total, 8 salles de classe plus bureaux, le tout équipé, et un bloc de latrines seront mis à la disposition de la population concernée. Dieudonné Babatoune et Maker Kakbo y étaient. Vous savez que dans nos différents établissements, que ce soit au primaire comme au secondaire, le problème de salle de classe se pose, le problème de mobilier se pose. Mais c'est progressivement, nous serons en train de régler ces problèmes-là. Nous sommes en vacances, nous avons estimé qu'il faut aller vite, réceptionner ce qui est déjà prêt et préparer ainsi la rentrée pour amoindrir les problèmes de la rentrée 2021-2022. Nous sommes dans cette dynamique. Le temps est ainsi donné et la dynamique doit continuer. Une délégation municipale au pas de charge et un maire soucieux du bien-être scolaire de ses administrés. Un mercredi pas de tout repos pour une réception provisoire d'infrastructures financée par la municipalité dans chacun des 3 arrondissements que compte Parakou. Des ouvrages socio-éducatifs érigés à grands frais à l'école Montagne, à l'EPP Tourou Centre et à l'école primaire publique de Wokodorou. Ce matin, nous avons pu réceptionner au niveau de 3 écoles, des bâtiments, des salles de classe. On a commencé par le premier arrondissement à Tourou, où nous avons réceptionné un module abritant les élèves de la maternelle avec des toilettes. Et nous sommes allés après dans le 3e arrondissement, à l'EPP Wokodorou, où nous avons aussi réceptionné un module de 3 salles de classe, plus bureau, magasin. Nous sommes à l'EPP Montagne, où nous sommes en train de réceptionner un module de 3 salles de classe. Et toutes ces salles de classe sont équipées en mobilier, que ce soit pour les apprenants et aussi pour les enseignants. Soulagement, remerciements, mais aussi doléances sont adressés au conseil municipal par l'entremise du maire qui vient ainsi de poser un acte d'utilité évalué à plus de 70 millions de francs CFA. À travers le maire, nous disons un sincère merci au gouvernement pour nous avoir accordé ce module de classe. Cela va améliorer les conditions de travail dans l'école et nous promettons les jours à venir doubler de rendement. Depuis la création de cette école en 2009, elle n'a bénéficié d'aucun module de classe malgré nos cris de cœur. Celui autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui est donc venu à point nommé et nous apporte une grande consolation. Nous voudrions porter à votre attention que nous avons aussi besoin des installations extérieures, de la clôture et d'un point d'eau pour mettre totalement les enfants en sécurité pour la bonne marche des activités pédagogiques. Sans tambour ni trompette, le maire Inoussa Chabizime et toute son équipe s'inscrivent progressivement dans la droite ligne des efforts consentis par le gouvernement en matière d'amélioration des conditions de travail et d'études des élèves et écoliers du Bénin. Notons que plusieurs autres infrastructures du genre sont en cours de construction à Parakou. Experts des 8 États membres de l'UEMOA, représentants résidents et cadres de la commission sont en atelier préparatoire. Le but de la rencontre est de revisiter le bilan 2020 de la revue annuelle et adopter un calendrier consensuel de l'édition en 2021. Mathieu Bocor pour le point. Un atelier préparatoire à la revue annuelle édition 2021 des réformes politiques de l'UEMOA.
occasion pour les acteurs de faire le bilan de la revue annuelle 2020, d'adopter un calendrier consensuel de l'édition 2021. Le présent atelier que j'ai le plaisir d'ouvrir ce jour témoigne du ferme engagement de Monsieur le ministre d'État chargé de l'économie et des finances de vous permettre de mieux vous préparer pour la revue annuelle des réformes et politiques communautaires édition 2021. L'atelier d'aujourd'hui rentre dans le cadre des préparatifs de l'édition 2021 de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. De faire le bilan de l'édition de 2020, d'aborder les dispositions aussi nécessaires pour l'organisation, la tenue de la revue de 2021. L'objectif est d'assurer une bonne appropriation de la méthodologie d'évaluation des réformes et programmes communautaires par toutes les parties prenantes. Depuis 2014, la commission de l'UEMOA a organisé au Bénin, en liaison avec la cellule nationale, avec la cellule de suivi de l'intégration régionale du ministère de l'économie et des finances, 5 revues annuelles. Il me plaît donc de rappeler que le Bénin s'est fait illustrer au cours de ces 3 dernières années comme l'un des pays de l'UEMOA ayant réalisé plus de bons, avec un taux moyen de 77% de la mise en œuvre des réformes communautaires. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs nationaux qui ont contribué à la réalisation de cette performance. Autre enjeu de ce présent atelier est d'évaluer le niveau d'avancement et la transposition de la mise en œuvre des directives, règlements, décisions de l'UEMOA pour lesquels les ministères respectifs sont impliqués. L'ambition de cette année est d'amener le Bénin au premier rang en matière de taux de réalisation des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. C'est pourquoi, en prélude à la revue annuelle de 2021, il est souhaitable de faire le point du niveau de mise en œuvre des recommandations de l'UEMOA à l'endroit du Bénin et de procéder à des réglages en vue d'améliorer le score du Bénin lors de la revue proprement dite. Les experts des 8 États membres, les représentants résidents ainsi que les cadres de la commission de l'UEMOA souhaitent donc anticiper sur les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement à l'efficacité des réformes et projets communautaires en vue d'en atténuer les effets. Convaincu que les communications qui vous seront présentées ainsi que les échanges que vous aurez vont vous permettre de renforcer vos capacités et de vous aguerrir pour améliorer le score de notre pays dans la mise en œuvre des réformes communautaires en vue de préserver l'image de notre pays auprès des institutions régionales. À l'issue des travaux, nous devons être en mesure de cerner les réalisations et les progrès réalisés par chaque acteur, d'identifier les goulots d'étranglement à la mise en œuvre des actes communautaires et de prendre des engagements pour mieux affronter la prochaine revue annuelle. Au thème des travaux, le Bénin espère être premier en termes de mise en œuvre des projets communautaires. On parle à présent des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi par les membres du gouvernement. On peut noter la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de l'aménagement de 12 000 hectares de sites hydro-agricoles. On suit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbéti. Dans sa volonté de valoriser davantage le potentiel agricole de notre pays, le gouvernement a prévu l'aménagement et la mise en exploitation pour compter de janvier 2022 de terres agricoles. Les présentes études, qui visent à créer les conditions de l'aménagement hydro-agricole avec une maîtrise totale de l'eau, portent sur une première superficie de 12 000 hectares, dont 1 500 dans la vallée du Niger, tenant compte des communes de Malanville et de Karimama, 1 500 autres dans la vallée du Mono, autour des communes de Grand Popo, Atiémé et Aplaoué, puis 9 000 autres dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, autour des communes des Agégué, d'Adjoun, de Dangbo, de Zé, de Semekpoji, d'Akpromisérité, de Bonou et de Wenhi. Elle prévoit, ces études, également l'aménagement et la réhabilitation de 500 km de pistes agricoles, dont 40 km de digues-pistes
avec la réalisation d'un ouvrage de franchissement long de 250 mètres pour interconnecter les deux rives du fleuve Wémé à la hauteur des communes de Dangbo, Adjoun et Zé. La prise en compte des vallées de la Pendjari et du Koufo interviendra ultérieurement après l'estimation du potentiel en ressources de terres irrigables. En vue du démarrage des présentes études, le Conseil a autorisé la signature de contrats avec les différents cabinets et groupements de cabinets internationaux sélectionnés. Il faut dire que le Conseil des ministres de ce même mercredi a révélé de graves irrégularités dans la gestion de l'Agence nationale des transports terrestres courant la période de 2016 à 2020. Une dizaine de cadres de l'ANAT a déjà été interpellés. Quels sont donc les facteurs qui justifient un manque de 13,6 milliards de francs CFA? Et quelles sont les dispositions idoines pour remettre de l'ordre dans cette structure étatique? Les détails dans cet élément que nous propose Stélia Padono. Les regards sont tournés depuis ce mercredi 7 juillet 2021 vers l'Agence nationale des transports terrestres où 13,6 milliards de francs CFA auraient été détournés. C'est un audit commandité par le gouvernement qui a révélé ce manque à gagner à l'État béninois. Principale cause, la défaillance de l'organisation générale de l'agence et le défaut du système informatique de la structure étatique. Un tel contexte a favorisé au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Les dites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA. L'article 5 du décret numéro 2016-205 du 4 avril 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des transports terrestres stipule que l'ANAT a pour mission l'organisation et la gestion des transports routiers et ferroviaires en République du Bénin. À cet effet, elle est chargée, entre autres, à participer à l'élaboration de la réglementation et au contrôle des transports routiers et ferroviaires, à déterminer les tarifs de transport routier en collaboration avec les organismes nationaux compétents. Le fiscaliste Rodrigue Rustico estime que ces tâches sont de trop. L'activité de la maison lui permet d'être toujours en mouvement. Parce que chaque jour que Dieu fait, les gens s'achètent des véhicules, les gens doivent pouvoir s'immatriculer, les gens doivent pouvoir faire payer les autorisations de vitesse. C'est beaucoup de choses qu'on a confiées à une seule maison. Il s'agissait tout simplement de déconcentrer un peu cette maison-là où beaucoup d'activités se sont concentrées. Quand il y a beaucoup d'activités, le risque est élevé. Mais lorsque vous avez peu d'activités, le risque n'est pas autant élevé que ça. Donc, on a concentré un risque très élevé au niveau de la NAT et les gens en ont profité. Et bonjour les dégâts. Les procédures pour faire sortir de l'argent ne sont pas bien détaillées, bien sécurisées, de manière à ce qu'on minimise le risque. On ne peut qu'assister à cela. Donc, vous comprenez avec moi qu'en termes de procédure de décaissement, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des failles. La situation actuelle doit interpeller plus d'un. Le gouvernement a un travail de fond à faire, nous dira Rodrigue Rustico. Quand vous regardez sur la chaîne, tous les acteurs qui ont été cités, c'est des acteurs clés de la chaîne. Donc j'appelle à la conscience des acteurs, ceux-là qui gèrent les ressources publiques, de comprendre qu'on ne gère pas l'argent d'une population comme on gère l'argent d'un ami, d'un frère. C'est aussi un appel à l'autorité suprême, c'est-à-dire à l'État, de continuer avec les procédures de digitalisation. Il faut travailler pour que les procédures de décaissement puissent au moins cartographier un certain nombre de risques sur lesquels il faut anticiper. Il faut faire une refonte complète de cette maison-là pour pouvoir aller de l'avant. Pour l'heure, quelques cadres de cette structure, dont l'ex-directeur général, sont au mai de la justice pour confirmation ou non des faits.
Ce n'est qu'à l'issue de la procédure judiciaire que l'administration pourra prononcer des décisions à leur encontre, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la radiation de la fonction publique. On quitte le Bénin pour l'Égypte qui continue de travailler d'arrache-pied pour la sortie de son vaccin contre la COVID-19. Un grand pas a été fait et les autorités n'attendent que le test final. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. L'Égypte fait un pas de plus vers la sortie officielle de son vaccin contre la Covid-19 produit dans le pays. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé l'achèvement à 50% des 2 premiers millions de doses du vaccin chinois Sinovac. L'ampleur de la demande de vaccins contre la Covid-19 est immense. Cela a fait que certaines des entreprises que nous avons engagées pour nous fournir des vaccins ont pris du retard. Dès le premier jour, nous avons envisagé d'acquérir la capacité de fabriquer le vaccin. Nous ne serons donc pas à la merci du marché mondial. À cet égard, je tiens à remercier notre grand ami, la République populaire de Chine, pour son plein soutien dans cette fabrication nationale. Madbouli dit que son gouvernement vise à produire 80 millions de doses de vaccins avant la fin de l'année, au lieu du plan initial de 40 millions. Nous ne nous attendons pas à ce que ce virus disparaisse de sitôt. Nous devons avoir la capacité de fabriquer, car il est probable que nous devrons continuer à vacciner les citoyens sur une base annuelle. Cela fournira un bouclier contre les infections récurrentes de cette maladie. Nous finalisons une autre usine de fabrication pour Vaxera, qui sera davantage une ville pharmaceutique dotée d'une grande capacité à produire des médicaments et des vaccins. L'accord avec la Chine comprend un transfert complet de technologie pour la production de vaccins contre la Covid-19. Cela inclura la production de la matière première bio au niveau national en Égypte. Le début de la production locale de vaccins contre la Covid-19 est un énorme soulagement pour le pays. Le programme de vaccination du pays a quelque peu ralenti en raison de l'interruption mondiale de l'approvisionnement en vaccins. Cette réalisation nationale aidera l'Égypte à atteindre son objectif de vacciner tout le personnel éducatif et au moins 5 millions d'élèves au cours des 2 prochains mois avant le début de la nouvelle année scolaire. Et puis en Chine, les vacances d'été approchent à grands pas. Et pour les élèves, c'est une bonne nouvelle, mais pour les parents, surtout ceux qui travaillent en semaine, cela semble assez difficile. Et les autorités locales ont mis en place des dispositions pour aider les parents à trouver un équilibre entre travail et famille. Suivez. Les responsables de Beijing ont promis une gamme d'équipements tels que des bibliothèques, des salles d'études et des activités sportives dans les quartiers de la ville. Les garderies d'été gérées par le gouvernement soulageront nos inquiétudes pour les enfants. Je suppose qu'il n'y aura pas trop d'enseignants et qu'il y aura des cours de travail manuel. Nos parents doivent aller travailler. Nous pouvons partir à 7h30 du matin et rentrer chez nous à 6h du soir. La commission de l'éducation de la ville a déclaré que des matières comme le chinois ou les mathématiques ne devraient pas être enseignées dans les garderies d'été. Ils ont également autorisé les centres à facturer des frais, mais leur ont demandé d'accepter gratuitement les élèves en difficulté financière. C'est normal d'être facturé. Sans garderie d'été gérée par le gouvernement, nous devons trouver d'autres établissements d'enseignement. Cela pourrait coûter plus cher. La commission a encouragé les institutions, les départements concernés et les organisations sociales à contribuer au programme, affirmant que la jeune génération a besoin du soutien de l'ensemble de la société. De nombreuses autres villes de Chine ont également adopté des politiques similaires pour les élèves du primaire. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir avec Angèle Toboula que vous retrouverez juste après moi. N'oubliez pas de nous suivre sur le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et l'application Etelebene que vous pouvez télécharger également dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.